Bien, mesdames et messieurs, 18 heures sonnées, voilà. Eh ben, on va attaquer si vous voulez bien. Hein, donc, écoutez, bienvenue quand même dans cette salle de conseil municipal. Hein, on va recommencer par l'appel des présents, si vous voulez bien. Donc, Jean-Claude Faucon, à côté de moi, bien sûr, est là. Roland de Loisereau, voilà. Hervé Cazeneuve, lui, on va avoir une petite pensée pour lui, qui est en train de récupérer. Mais enfin, bon, il me donne procuration. Aline Mossé, merci d'être là. Stéphanie Puigebert donne procuration à Caroline Rocas. Robert Dugnac à Jean-Claude Faucon. Caroline Rocas. Je ne vais pas bouffer quand même le micro. Donc Caroline Rocas est là, d'accord. Claude Marcello, présent. Uriel Bazman est absent. Catherine Pétavy, présente. Nadège Hoffman, je l'ai vu, voilà. Véronique Nalé-Vandou, voilà. Pierre Verclit, voilà. Patrick Corbin, voilà. Alain Vigne et Micheline Saint-Gérand, voilà. Sylvain Ricardi Ibrahim, voilà. Anne Leclerc donne procuration à Sylvain Ricardi. Patrick Français, Claudine Marceroux, pardon, elle doit venir, non? On verra après. Jean-Christophe Bousquet donne procuration à Stéphane Roux. Florent Galliège, je l'ai vu, voilà. Stéphane Roux est là. Dominique Noël est là aussi. Et Jean-Marc Pacul est là aussi. Alain Granat, je ne l'ai pas encore vu. Et j'ai vu Rosemary Quintane, hein, c'est ça. Elle est présente. Donc voilà. Écoutez, pour le moment, hein, on regarde comment on fonctionne. Donc on va faire une ouverture de séance, comme on dit. Pour la secrétaire de séance, je vous propose, si ça, vous n'avez pas d'inconvénient, bien sûr, Caroline. Hein, donc, on prend les plus jeunes, hein, comme on dit. Voilà. Merci pour elle. Et puis, ma foi, les désignations des auxiliaires de séance, je vous proposerai donc Alexandra, bien entendu, Véronique, bien entendu, et Guillaume Benayem, là, donc, à nos côtés aussi. Voilà, je crois qu'il n'y en a pas d'autres de mémoire. Voilà, bon, pour commencer, c'était pour les approbations donc, des procès-verbaux des conseils municipaux du 4 et 12 novembre 2005. Est-ce qu'il y avait des questions là-dessus en particulier? Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Par contre, il y avait une question, effectivement, Caroline va vous répondre, sur justement les dispositions du fonds de SIAP. C'était une question, on va vous apporter la réponse. Aline va vous répondre. Donc oui, suite au transfert du SIAP, vous demandiez le montant de l'actif qui était transféré, qui avait été refusé. Hein. Et donc le montant de l'actif net est de 428 415,95 €. Exactement. On a le tableau, on peut vous transférer le détail si vous voulez. Non, je n'ai pas besoin du détail. La plus grosse dépense de ces 428 000, c'est quoi? Alors la plus grosse, c'est une avance... je ne veux pas très bien parce qu'il est petit. C'est 200 000 €. C'est avance quoi? Épérage? C'est petit. Avance 2 passages Gué du Tech, passages 200 000 €, valeur brute, valeur nette, 195 000. Parce qu'eux, ils considéraient que ces dépenses-là ne rentraient pas dans le cadre du budget de l'eau potable. C'est ça. D'accord. Il y en a quelques-unes comme ça qui... Ok. Oui, tu as 8 écritures en fait. Okay. Voilà, donc c'est dit. Si vous voulez, on va attaquer donc, les dispositions de la soirée. Donc, on va commencer par les finances. Hein, on va laisser d'abord signer Aline. Merci Aline. Merci. Voilà. Je commence tout de suite. Donc, écoute, hein, si tu veux bien, on va attaquer le débat d'orientation budgétaire 2026. D'accord. Hein, parce qu'on va commencer à reparler peut-être avec le tableau qui sera affiché peut-être. Hein. On affichera les graphiques. J'ai juste un petit préambule. Hein. Donc, ce rapport sur les orientations budgétaires 2026 est respectueux des principes démocratiques, dans la mesure où il ne contient pas d'engagement nouveau et doit permettre à la future Assemblée municipale
d'absorber à la fois les résultats 2025 au budget supplémentaire 2026 et de réorienter le budget en fonction de son projet. Concernant le contexte macroéconomique sur les faits marquants en France, donc l'inflation a progressé de 14% ces 4 dernières années, 36% sur l'énergie et 21% sur l'alimentaire, donc c'est quand même énorme. Elle est revenue à 2,2% en 2024, mais ça n'efface absolument pas la hausse cumulée. Et elle devrait se situer entre 1,3 en 2025 et pareil en 2026. Côté finances locales, selon la Cour des comptes, depuis 2023, les collectivités enregistrent un besoin de financement qui se traduit par un effet ciseau qu'on connaît, croissant entre les dépenses de fonctionnement et d'investissement et leurs recettes. La progression des recettes de fonctionnement des collectivités a ralenti en montant. Par contre, elle a été tirée par la dynamique des produits des impôts fonciers de plus 5,2%, liée à l'indexation par l'État des bases des locaux d'habitation sur l'inflation constatée. Les recettes de droits de mutation à titre onéreux ont de nouveau chuté, moins 14% en 2024, en raison de l'évolution du marché immobilier. Les charges de personnel ont été tirées par la revalorisation indiciaire, les indemnités IFSE, la prime du pouvoir d'achat que nous avons choisi d'accorder. En raison d'une augmentation plus forte des dépenses que des recettes en fonctionnement, l'épargne brute, qui est le solde, a continué à diminuer en 2024. Pour autant, les collectivités ont continué à accroître leurs dépenses d'investissement. Mais pour financer leur investissement, les collectivités ont réduit leur trésorerie et accru leur endettement. Une participation des collectivités au redressement des finances publiques sera concrétisée au niveau du PLF 2026, qu'on ne connaît pas encore vraiment, il n'y a aucune certitude. C'est un effort de 4,6 milliards d'euros qui serait demandé. Donc ça, pour l'instant, on n'en sait pas plus. La situation économique de la commune, dans la mesure où le compte financier unique de l'exercice 2025 n'est pas encore clos, c'est donc l'exercice 2024 qui permet de jauger la situation financière du Boulou. Les graphiques qu'on va vous présenter tentent d'intégrer une prévision des données 2025 lorsque cela est possible et qui demeure donc approximative tant que les comptes ne sont pas adoptés. On passe aux ratios financiers, les graphiques principaux. Donc là, vous avez un tableau, c'est l'effort de gestion contrarié. Donc oui, ce premier graphique est appelé effort de gestion contrarié. Parce qu'effectivement, si l'effort de gestion est réel, pour compenser une faible évolution des recettes et amortir la hausse des dépenses de gestion, je rappelle plus 14% sur ces 4 dernières années à l'inflation, dont l'énergie et l'alimentaire. Surtout 36% sur l'énergie. La commune a pu absorber en 2025 la dépense de location des modulaires relatifs au transfert de l'école élémentaire et un trimestre aussi de la cantine scolaire. Des questions? Je continue. Donc le tableau suivant, ça va être sur la population. Alors, une population longtemps en baisse, essentiellement par une offre de logement insuffisant, puisqu'elle est classée en zone tendue en matière de logement. La livraison des récents lotissements et collectifs semble commencer à inverser cette tendance. Donc on le voit bien, il y a eu une grosse baisse de 2019 jusqu'en 2022. Vous m'arrêtez si vous avez des questions ou commenter. Le tableau suivant, donc évolution de la DGF. Là, comme vous le voyez, la DGF est en baisse classique, bien qu'on a réussi, elle est enrayée depuis 2022. Je continue. Le tableau suivant, s'il te plaît, Alexandra. Donc,
évolution des recettes de fonctionnement. Donc les recettes de fonctionnement n'ont évolué que de 6% en 10 ans. Et on voit la courbe est quasi droite. On passe à la fiscalité. L'évolution des bases nettes est toujours en augmentation et augmenté de 44%, 44,7% en 10 ans et de 20% sur les 5 dernières années. Concernant les 3 taux, donc la foncier bâti, taxe d'habitation et le foncier non bâti, ils demeurent en moyenne en deçà des taux moyens de la strate. Le tableau suivant, c'est les revenus. Sur les revenus, ça c'est le foncier bâti, ouais, on a vu aussi. Donc la contradiction du territoire du Boulou, la commune enregistre des indicateurs de richesse supérieurs à la moyenne, ce qui est logique au regard de son caractère thermal et touristique. Mais le revenu imposable moyen par habitant de la commune est dans le même temps est inférieur de 9% au revenu imposable par habitant des communes qui sont comprises dans notre strate. Ce qui démontre aussi la nécessité d'accompagnement et des services publics. Toujours pas de questions. Le tableau suivant. Oui, ça c'est sur la répartition professionnelle. Donc là, on voit là, le grand camembert, hein, c'est quand même les retraités qui représentent, je ne vois plus trop, c'est 44%, 43%. À côté, moi je ne vois pas trop sur mon tableau. Ah, voilà. Les ouvriers, 11%, les employés, 18%. Donc ça, c'est les plus gros camemberts. Hein. Après, les autres sont plus, moins représentatifs, on va dire. Oui. Eh oui, c'est vrai, il y a 12%, oui, c'est quand même c'est important. C'est vrai qu'on est un territoire où la recherche de travail est compliquée quand même. Excusez-moi, juste une question. Il a été réactualisé récemment, ce camembert, non? C'est pas la version. Ah, voilà, c'est version ça. de recensement. Ah, c'est ce qui me semble. Donc version 2022, oui. On aura la nouvelle version. Bon, après, je ne pense pas que ça change énormément, mais ça sera l'année prochaine. On le saura dans quelques mois. Oui, le résultat du recensement. Ah oui, c'est possible. L'inflation a commencé en 2022, donc effectivement, ça peut avoir changé un peu la donne. On passe au volet des dépenses de fonctionnement. Donc, les dépenses de fonctionnement ont augmenté en moyenne de 2,6 sur les 10 dernières années. Sur les 4 derniers exercices, l'évolution des dépenses de fonctionnement est en moyenne de 3,7% contre 3,8% sur la moyenne de la strate. Ce ratio concerne les 4 derniers exercices et non les 5, l'année Covid étant neutralisée. Le graphique suivant, c'est les dépenses de fonctionnement. Non, ça c'est... oui. C'est l'évolution des charges de gestion. Oui. Donc, les charges de gestion constituent l'un des rares postes sur lesquels un travail de maîtrise des dépenses de fonctionnement est possible. Sur les 10 dernières années, ces charges ont évolué de 3,6% en moyenne par an. Le graphique permet de mieux appréhender les périodes. Par exemple, sur les 5 derniers exercices, l'évolution moyenne des charges de gestion est de 8% par an contre 6,6% par moyenne de la strate. En neutralisant l'exercice 2020, sur les 4 dernières années, l'évolution est en réalité de 3,4% contre 6,1% pour l'évolution de la moyenne de la strate. Dans un contexte d'inflation de plus 14%, on rappelle, avec une hausse de l'énergie de plus 36%, je le redis,
sur la dite période, sachant que l'énergie représente plus de 20% des dépenses de gestion de la ville du Boulou. Ce qui nous fait, on va dire, environ 100 000 euros de plus par rapport à cette inflation, rien que sur l'énergie. Le tableau suivant. Excuse-moi, juste sur le tableau Oui. d'évolution des charges de gestion, parce que j'ai l'impression que c'est un peu les montagnes russes. Et j'avais besoin de précision. Donc je me suis interrogée déjà sur la première baisse marquante. Je pensais que c'était lié au Covid, mais apparemment c'est antérieur, c'est 2019-2020, ça vous me le confirmez? Oui. Donc ça date. Donc là, il y a eu un ralentissement important. Apparemment, on a mis les deux pieds sur le frein pour les charges de gestion. Alors c'est vrai que je me l'explique difficilement, mais bon, peu importe. La suite, c'était la neutralisation. On en avait parlé à l'époque sur le problème de la sincérité du budget. Donc ça, c'était, on en a parlé un peu hier. Oui, Et j'avais besoin de savoir aujourd'hui, puisqu'on a une remontée sur la fin, si on est dans la même situation ou pas, parce que je m'inquiète aussi des factures qui pourraient ne pas être payées à la fin de l'année, en fait, et pour la suite. Donc je sais que vous aviez fait un effort, mais j'aimerais qu'on reprenne un peu et savoir si on est toujours dans cette même dynamique ou s'il y a encore des risques, en fait. Non, on a bien dit qu'on ne recommençait pas cette pratique, on va dire, et que toutes les charges qui concernent l'exercice seront sur l'exercice. Sauf des factures vraiment tardives qui arriveraient, mais ça serait... on a rattrapé en 2024, c'est là qu'on voit cette hausse. Oui. 250 000 euros qui étaient reportés d'année en année depuis pas mal d'années. Et on ne recommence pas du tout cette pratique. Donc là, on n'aura pas de mauvaise surprise sur 2026 Non, par non, rapport non, aux absolument, factures non absolument payées pas. Non. en 2025. D'accord. Merci. Le tableau suivant, évolution de la masse salariale. Il est à noter que la masse salariale a enregistré 2 hausses d'indices, une réévaluation du SMIC et de la prime du pouvoir d'achat que l'on a accordée, ce qui n'était pas obligatoire, plus la révision du RIFSET. Petit point en plus, c'est que notre gestion sur ce mandat est de 1,9 pour la masse salariale, alors que la moyenne de la strate est de 3,3%. La gestion qui a eu lieu le mandat précédent en 2015-2020, c'était 2,9% d'augmentation, soit 1 point de plus. Sur ce mandat, tout en maîtrisant la masse salariale de la commune, a revalorisé les agents, octroyant donc la prime de pouvoir d'achat, la mise en œuvre des 2 révisions d'indices et absorbe la hausse des cotisations sociales, essentiellement de retraite, qui va continuer à augmenter. L'évolution des dépenses de gestion. Des charges, c'est les charges externes, ça. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est le volet recettes investissement où je l'ai en trop. Moi, oui, les recettes d'investissement. Donc sur les recettes d'investissement, elles sont constituées majoritairement, donc on le sait, de l'autofinancement, du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe d'aménagement et des subventions. En moyenne, donc les recettes d'investissement ont diminué de 1,2 sur 9 ans et de 4,3 sur les 3 derniers exercices. Il s'agit là d'un indicateur très volatile dont il est difficile d'en tirer une tendance tant ces variables sont aléatoires d'un exercice sur l'autre. Toutefois, il faut noter qu'il faut remonter à l'exercice 2018 pour constater que l'indicateur par habitant est supérieur à celui de la moyenne de la strate. Là encore, sur la fin de courbe, en fait. Oui. Peut-être une explication. Alors, ça paraît merveilleux sur le graphique. Moi, c'est comme un cadeau de Noël, en fait. Cette courbe s'en va vers les étoiles. On attend le Papa Noël avec impatience. Donc, j'aimerais savoir comment vous expliquez
cette évolution fantastique des recettes, savoir si là aussi on est sur une gestion prudente, sincère et transparente. Cette courbe, évidemment, ça représente les emprunts qu'il y a eu là dernièrement. On va rentrer dans le cœur de l'analyse des investissements et on comprendra mieux après. Ah, on comprend bien. Donc, c'est les subventions encaissées cette année, en 2025, ou est-ce que vous avez inclus des choses à venir? C'est juste pour m'en assurer, c'est toujours sur la question. Les subventions et les emprunts qui sont là, oui. C'est les emprunts qui font que, effectivement... Qui sont effectivement en trésorerie. Oui, qui font sur le compte. remonter cette courbe en flèche. D'accord. Merci. Alors, le focus sur la capacité de la commune à accompagner ces projets avec l'appui des partenaires institutionnels. La commune a augmenté en moyenne par an de 20% ses subventions d'investissement depuis 10 ans et de 25% sur les 3 derniers exercices. En 10 ans, la commune a perçu près de 4,4 millions d'euros de cofinancement, dont 3 millions entre 2021 et 2025. Le volet des dépenses de fonctionnement, des dépenses d'investissement, excusez-moi. Alors, au niveau investissement, il est également souvent plus délicat de tirer quelques enseignements en dépenses d'investissement qui dépendent des projets, de leur nature et de leur temporalité. On voit qu'il y a eu une grosse baisse entre 2017 et voilà, ça reprend là, et ce qui explique aussi les emprunts. Enfin, moi, j'aimerais qu'on m'explique un petit peu plus ces courbes. Parce que là, tu expliques entre 2017 et 2020 l'évolution des dépenses, donc par la baisse, là, c'est vrai, ça descend de façon fulgurante. Donc, qu'est-ce que cela représente? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de dépenses d'investissement. Et après, vous, ça repart à la hausse. Donc, j'entends qu'il y a de l'argent qui va rentrer, qui sont des subventions, mais les subventions, on sait que ça ne représente qu'une partie, c'est un pourcentage du montant qui est investi. Donc, ça veut dire qu'il y a eu de lourds investissements. Alors, la question, elle est, est-ce que ces investissements correspondent à un défaut d'investissement de la période précédente et, comme vous l'annoncez, très compensé, ou est-ce que à un moment donné, vous avez, monsieur le maire, prétendu au casting de la folie des grandeurs? On ne sait jamais. Je m'interroge. Pour répondre sur la notion de folie des grandeurs, on n'en est pas du tout là. On est simplement, Aline vous le expliquera tout à l'heure, sur des dispositions liées à nos chantiers, notamment des écoles, des groupes scolaires. Et puis à partir de là, effectivement, avec toutes les subventions qu'il y a eu, et donc un complément qui a été quand même fort et effectif, justement, par rapport à ce que présentait l'État, région, département et CCV. Je pense que ça, après, c'est quelque chose qui a été bien mené aussi par rapport aux dépenses, quand même. Voilà, si tu peux continuer aussi, si tu veux. Alors, je suis désolée, mais ce n'est pas très clair, parce qu'on avait vu l'évolution des recettes d'investissement avec un pic. Mais en termes d'investissement, on sait qu'il y a eu, justement pour ces écoles, des Algeco. Ça a été une dépense qui a mal été anticipée. Et si j'insiste, c'est parce que, d'accord, cette courbe, elle va à la hausse, mais je sais aussi, pour la folie des grandeurs, bon, je prends acte que désormais, une grande carrière d'acteur ne s'ouvre pas devant vous. Très bien, c'est noté. Néanmoins, en ce qui concerne la sincérité, alors je sais que c'est passé totalement inaperçu l'affaire du Distriport, mais là aussi, il y a eu une anticipation qui était peut-être malvenue, et j'aimerais m'assurer que pour 2026, on n'ait pas de mauvaise surprise. Alors, je radote peut-être un peu, mais votre phrase était assez obscure. Pour 2026, il n'y a aucun risque potentiel. Donc voilà. Allez, Aline. Non, on l'a dit en préambule. Déjà, oui, je pense. Donc on a l'évolution des dépenses
total d'investissement. Donc, en matière d'équipement, la commune a dépensé 21,4 millions d'euros, dont 12,1 sur les 5 derniers exercices. L'effort d'équipement de la commune est en moyenne sur les 3 dernières années supérieur de 9% par rapport au montant moyen de la strate par habitant, ce qui constitue un effort d'équipement conséquent. Si, donc je répète ma question. On voit que à partir de 2017, on a une courbe particulièrement descendante, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de dépenses d'équipement et même qu'on est allé à la baisse. Donc cela semble vouloir dire qu'il n'y a pas de dépenses concernant les équipements qui étaient faites, en tout cas pas à la hauteur de ce qui était fait avant. Maintenant, est-ce que les dépenses que vous avez engagées correspondent au fait que ça a manqué et vous avez répondu à des besoins spécifiques, ou est-ce que vous avez un peu dépassé les bornes des limites financièrement? J'aimerais que vous m'en justifiez. Parce qu'en termes d'écoles, je suis ravie qu'on ait des écoles. Maintenant, au prix des écoles, voilà. C'est-à-dire que pour un foyer moyen qui a besoin d'une voiture pour aller travailler avec 2 SMIC, par exemple, s'ils dépensent l'argent pour acheter une Porsche, ils auront certes une voiture, mais ils risquent de se mettre quand même en difficulté au quotidien. C'est ça que j'essaye de vous faire passer comme message. Apparemment, ce n'était pas suffisamment clair. Moi, je pense que nous avons fait 12,1 millions d'euros. C'est vrai que c'est très conséquent, mais c'était sur cette mandature. Mais c'était aussi pour la sécurité, l'éducation, le cadre de vie. C'était utile pour la transition écologique aussi, pour se loger, c'est pour travailler au boulot. Un effort d'équipement qui est très supérieur, mais qui était vraiment utile. Beaucoup de choses étaient obsolètes, il fallait absolument y pallier. Pour le cadre de vie, les arbres plantés, alors on avait parlé de la canopée nécessaire pour arriver à perdre un peu quelques degrés. Finalement, est-ce que vous avez fait le bilan? Ça fait plusieurs années que je vous demande d'avoir le bilan entre les arbres plantés et les arbres qui sont morts, finalement. Est-ce qu'on a le ratio? Parce que tous les arbres qu'on a plantés, il a fallu les acheter, par exemple. Pas forcément, parce qu'il y en a qui viennent aussi justement du département. Et donc là, c'est sûr qu'ils ne sont pas tous achetés à l'unité. Par contre, effectivement, il y a eu quelques arbres qui ont cramé par rapport à la sécheresse et tout ce qui s'est passé, certes. Mais bon, par ailleurs, tout ce qui a été planté, quand même, résiste en moyenne assez bien. Donc, pas partout, ce n'est pas du 100%, je suis d'accord. Mais enfin, quand même, en général, on a quand même des services qui sont quand même opérationnels sur la question, quand même. Services qui sont opérationnels sur le plantage d'arbres? J'essaie de comprendre les phrases, en fait, qui finissent pas clairement. Les services d'espace vert, oui, quand même, qui connaissent un petit peu, justement, sur la qualité des arbres, comment il faut les planter, d'où ils viennent, et comment, après, on les arrose, notamment avec le projet REUT, et justement, d'arrosage avec de l'eau recyclée. Alors, la REUT, elle a été inaugurée cette année. La question des arbres, elle n'est pas récente, puisqu'on en avait parlé à l'époque du Covid, quand on faisait les conseils municipaux, on était encore dans la salle des écharpes. C'était une volonté politique de planter plein d'arbres pour le cadre de vie. Maintenant, ces arbres ont eu un coût, et aujourd'hui, on se rend compte, en fait, qu'on serre un peu la ceinture, parce que justement, il manque un peu de sous. Et il me semble, alors évidemment, je n'étais pas là la dernière fois, mais que vous êtes un peu obligé de combler et de faire une quantité d'emprunts considérable. Ma question est, est-ce que ces emprunts correspondent à un besoin réel ou juste à une envie politique qui n'est pas forcément concordante avec les besoins de la population ? Que l'ancienne mandature n'ait pas fait d'emprunt pour pouvoir afficher qu'il n'y avait pas d'investissement alors qu'à l'époque l'argent ne coûtait rien et que maintenant vous soyez obligé d'en faire alors que l'argent coûte cher, ok. Maintenant j'aimerais savoir s'il y a une vraie adéquation entre l'argent dépensé et les besoins de la population. Je pense que si Aline veut le reprendre, ça aussi. Mais Aline s'appelle Joker ce soir. Bravo Aline. Mais je vais vous dire quand même que justement il y avait un capital quand même qui était en caisse justement antérieurement, qui a disparu en partie lorsqu'on est arrivé. Alors donc à partir de là, on a un peu moins, il fallait emprunter un peu plus, c'est assez clair. Voilà. Ça fait un moment que vous me tendez des perches, j'ai essayé de lutter avec toute ma fougue habituelle, mais bon là... c'est intéressant qu'on fasse une courbe et qu'on commente la baisse entre 2017 et 2020. Accessoirement, ce n'était pas votre mandat. Donc, et moi, je n'étais pas le maire, donc je ne suis pas en mesure de justifier quoi que ce soit, si ce n'est
puisque j'étais effectivement adjoint aux finances. Donc ça, je n'ai pas du tout envie d'en parler ce soir. Quant au débat des emprunts, les emprunts, à la mesure où vous ne les avez pas rattachés sur des opérations dédiées, du moins pour les 3 millions, les 3 premiers millions, il est difficile de pouvoir répondre à la question de Mme Quintana en lui disant que ça a été affecté à des opérations d'investissement obligatoires et nécessaires pour la commune. Alors le reste a été affecté à l'école primaire, du moins les 1,6 million et les 900 000 derniers. Donc là, je l'entends, mais pour le reste, on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus qu'ils ont permis de financer tous les investissements, les 12 millions d'investissements qui ont Mais été c'est le faits. détail, en fait, le détail. Ben, le Il y a eu détail, 12 millions qui ont Oui. été nécessaires parce qu'il y avait, par exemple, une volonté, un besoin identifié Oui, qui a tout à coûté fait, tant. Mais c'est ça. Parce que ça fait beaucoup, 12 millions, grosso modo, pour rendre service, pour faire des choses. Oui, mais au final, ça va très très vite hein, quand on regarde bien. Alors 12 millions, ça On fait aura chaud tout- quand même. On aura hein. tout le détail réellement au niveau du budget. Et 12 millions, oui, je sais, mais ça va très très vite quand même. Il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été faites. Réellement. En dehors Alors, des quelles deux étaient écoles. faites, mais à quel prix? Moi, ce que je vous reproche, c'est pas d'avoir fait les écoles, c'est le coût Je vous et rappelle, tout le reste. je vous rappelle qu'il y a quand même il y a des maîtres d'œuvre qui font quand même le travail, justement, après des diagnostics thermiques et énergétiques qui ont été faits et réalisés aussi sur ces établissements. Rappelez-vous quand même que l'école élémentaire, qui date des années 60, n'avait zéro isolation de départ. On avait 4 classes, 2 fois 2 classes sur les préaux qui n'étaient même pas isolées. Et donc, même en cette saison d'hiver, quand il fait 3 le matin, il n'y avait rien pour arriver à chauffer les classes. Donc, quelque part, oui, il a fallu faire. Et alors, je rappelle, on l'a fait pour l'école primaire, enfin l'école élémentaire, parce qu'il faut changer le terme. Sincèrement, c'est de la rénovation thermique. Oui, bien sûr, parce qu'on a fait l'isolation. C'était vrai, franchement nécessaire. Mais on a travaillé aussi sur la partie sécurité intérieure, parce qu'il y avait un gros travail avec du verre recuit sur toutes les parcelles, sur toutes les parois. Et le verre recuit, personne ne l'avait remarqué. Et ça, il fallait le changer pour éviter, en cas de mouvement, de quel qu'il soit, des explosions qui amènent des couteaux dans le corps des gamins. Et ça, quelque part, il ne fallait pas le garder comme ça. Personne ne l'avait vu avant. Et donc, il fallait quand même le faire et le rétablir, ce qu'on appelle une sécurité d'ensemble. D'accord. Mais pas- Donc, mais les pas que- écoles et mais la pas mise que. en sécurité des enfants, c'est 12 millions d'euros. C'est ça? Non, il n'y a pas que ça. Ah, il n'y a pas que ça. Mais c'est ça, en fait, qu'on vous demande. Il n'y a pas que ça. Ben, Alors, moi, j'aime bien Après- qu'on me réponde après- à quel temps fait-il? Il est 10 heures du matin. Parfait. C'est une information, certes. Mais j'aimerais quand même avoir la réponse précise à mes questions. bon, après, il y a un bilan de mandature aussi. Hein. Ça se jouera. Mais, enfin, Et ce soir, on fait quoi, alors? ben, justement, on regarde le budget. Parce que c'est... Ah, d'accord. Donc, c'était pas ça, ce soir? On nous disait pas ce qu'on avait fait de l'argent de la commune? Bon, après, Ah, je me suis trompé de film, excusez-moi. il y a de mes amis qui peuvent reprendre la parole aussi, hein, s'il faut. Donc, Alors, monsieur le maire, vous êtes monsieur le maire. ouais. Donc, ça veut dire que normalement... Arrêtez de me balancer des trucs pareils. Parce que ça... Ah bah si, parce que j'essaye de vous le rappeler, puisque systématiquement, ce que j'entends, c'est il y a des gens autour de la table. Alors, techniquement, les gens qui sont autour de la table ont une fonction par délégation. Ça veut dire qu'ils sont là, certes, pour accomplir leur mission, mais vous êtes censé savoir ce qui se passe. Et hier, j'ai entendu aussi, oh là là, c'est compliqué d'être maire si vous saviez tout ce qu'on a dans la tête quand on est maire. Et comme je vous ai dit aussi hier, bah, si c'est si compliqué que ça, puisque vous ne cessez de vous en plaindre, il vous appartenait de démissionner si c'était trop dur. Donc maintenant, quand on vous pose des questions, au moins ayez la décence d'y répondre. Et hier, je vous ai aussi dit que vous aviez encore 24 heures pour réviser et pour relire. Apparemment, vous n'avez pas tenu compte de mon conseil. Bien, alors... Fort pour ça, on ne va pas démissionner maintenant, hein, ce n'est pas le sujet. Ceci étant, bon, Il n'est jamais trop tôt pour bien faire. Hein. Sur tous les aménagements qui ont été faits au boulot, je pense, ben, les Boulonnais jugeront sur pièce aussi, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui ont été traités. Et alors après, sur les 12 millions, ben, oui, il faut que je me remette en tête un peu tout ce qui a été fait. Hein, mais c'est vrai que quelque part... Ça sera noté, ça. Rassurez-moi, ça sera noté. Il y a des travaux de voirie qui ont été faits, bien entendu, des aménagements, les écoles, bien entendu, mais pas que. Ben, rappelez-moi encore. Ben, les terrains du collège, ouais, bien entendu. Alors, le bilan de mandature sera présenté un peu plus tard, mais bien sûr, mais on le fera, ça.
Je veux le dire que ce soit enregistré. C'est un DOB sur l'exercice 2026, donc vous n'êtes pas obligé, et ce n'est pas du tout l'exercice, en tout cas l'habitude, de faire un bilan de mandature. Voilà. Alors, je continue. Donc, au niveau de l'épargne, donc, le niveau d'épargne brute s'est étiolé en moyenne de près de 7% par an sur les 9 derniers exercices, tout en progressant de 8% sur les 4 dernières années. À l'exception des exercices 2015-2016, l'épargne brute de la commune est nettement inférieure à la moyenne des communes de la strate, environ de moins 51%. Je passe l'évolution du stock de la dette. Donc la dette est de fait en corrélation avec le niveau d'investissement de la commune, avec un stock de dette projeté au 31 décembre 2025 de l'ordre de 6 millions d'euros. La dette par habitant devrait s'établir aux alentours de 1 105 euros et se situer au niveau de la moyenne de la strate. L'épargne brute nécessaire pour demeurer dans une capacité de désendettement à 12 ans doit être environ de 500 000 euros. Minimum de 500 000 euros. Le tableau suivant, capacité de désendettement. Donc la capacité de désendettement était fonction de l'épargne. En fonction de l'épargne, nous attelons à ce qu'elle soit à la hauteur des enjeux d'investissement du Boulou. Le tableau suivant, le taux d'endettement en pourcentage des produits de la CAF. Donc, le taux d'endettement constitue un autre ratio qui permet de mesurer le poids du stock de dette par rapport aux recettes composant les produits de la capacité d'autofinancement ou d'épargne brute. Ce taux pour la commune demeure toujours inférieur à la moyenne des taux d'endettement de la strate de la commune, même si ces courbes tendent à se rapprocher, ce qui signifie que la ville du Boulou serait dans un taux d'endettement équivalent à celui de la moyenne des communes de la strate. On a passé tous les tableaux. Pas de questions, je continue. Donc on passe aux orientations 2026. Donc les orientations 2026 constituent les orientations de transition dans le respect des principes démocratiques. Dans cette optique, il n'est donc prévu aucun investissement structurant nouveau sur 2026. Et les soldes des programmes devraient apparaître clairement dans les restes à réaliser 2025, tant en dépenses qu'en recettes. Ce débat d'orientation budgétaire et ce budget primitif demeure à la fois un budget de fin de mandat, au sens où il se doit de ne pas obérer ni en fonctionnement ni en investissement les orientations que souhaitera prendre la nouvelle Assemblée à compter d'avril prochain. Il s'inscrit néanmoins dans le respect de la trajectoire de gestion 2023-2026 en fonctionnement et évalue de façon très prudente ses recettes de fonctionnement au regard des incertitudes que l'on a évoquées au titre de la situation politique et macroéconomique. Donc, là, je ne suis pas d'accord avec le terme prudent parce que tout ce qu'on nous a présenté, c'était quand même de nous montrer qu'un investissement était très élevé, qu'on a une épargne fragile et une forte dépendance au casino qui est surévaluée parce que vous vous contentez en fait de vous asseoir sur des recettes du casino de cette année qui sont les plus élevées depuis 2011 et il n'y a rien qui garantit que ça va perdurer. Alors je leur souhaite, mais aujourd'hui, moi je trouve ça ni prudent, pas dire pas sincère, mais en tout cas pas prudent.
oui, nous, on en compte. Oui. Non, mais qu'on dise que par le passé, et notamment en 2025, il y avait un manque de prudence et de sincérité, on l'a dit, et je le redis. Là, il faut expliquer qu'on parle de l'année 2026. Oui. Voilà. Donc l'année 2026, on n'a aucun élément chiffré, donc je ne vois pas en quoi vous manquez de prudence pour 2026, vu que vous avancez rien. Vous dites uniquement, et je suis désolé de devoir les défendre, mais elle dit uniquement qu'il n'y a aucune nouvelle opération de prévue en 2026. Donc voilà, en 2026, ils vont faire preuve de prudence jusqu'aux élections parce qu'il n'y aura rien. Voilà, donc il faut quand même dire les choses, les expliquer à tout le monde. Je parlais de manière très prudente au niveau des recettes. Par exemple, au niveau des taxes sur le foncier ou autre, on a appliqué 1% d'augmentation de la valeur des bases. C'est à peu près ce que dit l'État. Sinon, on n'a absolument rien ajouté en plus. De manière, on a essayé au maximum de mettre donc ces recettes de manière prudente, de manière à faire plus de 100% des recettes. Parce que le principe, c'est de faire moins de 100% des charges et plus de 100% des recettes, de manière à dégager la CAF. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas le taux de réalisation qui compte. Si vous minorez les dépenses et que vous arrivez à 100% des dépenses minorées, ça sera toujours moins que 90% de dépenses majorées. Mais comprenez ? Les dépenses ne sont pas minorées, elles ont été discutées Mais avec non, mais tous les c'est pas, services. pour dégager de la CAF, ce n'est pas un argument, Madame Mossé. La CAF, elle se dégage à l'exécution du budget, c'est-à-dire pendant le compte administratif. Là, dans le cadre d'un budget, vous partez sur des dépenses cohérentes, certainement identiques à l'année N-1, majorées de 1% pour certaines recettes et dépenses, et point barre. Mais ça ne va pas dégager de la CAF. Ça va pas dégager. La CAF, elle se dégagera sur l'exécution budgétaire uniquement. Donc le fonctionnement, en dépenses, les charges à caractère général devraient s'établir autour de 1,6 million, ce qui les situe 34 000 euros au-dessous de la feuille de route, tout en intégrant la gestion administrative de la restauration scolaire en année pleine. La masse salariale devrait, quant à elle, évoluer autour de 4,4 millions, en dessous de l'objectif cible de l'ordre de 56 000 euros, et en absorbant l'impact de la hausse dorénavant structurelle et pluriannuelle des charges sociales de la caisse de retraite. Les autres charges de gestion courante devraient s'établir autour de 803 000 euros, donc légèrement au-dessus de l'objectif à hauteur de 33 000 euros, et on attend des décisions des établissements auxquels la commune adhère. Donc la section de fonctionnement devrait s'équilibrer à hauteur de 7,4 millions d'euros. Du côté des recettes, l'approche s'est voulue prudente en raison des différentes incertitudes susceptibles de peser sur le budget et, comme je vous le disais, afin d'assurer un taux d'exécution supérieur à 100%. L'hypothèse retient des taux stables de fiscalité directe locale sans majoration de taxes d'habitation sur les résidences secondaires. La prévision de revalorisation des bases des valeurs locatives s'établirait à 1%. Tout en étant prudent, il est acté que le casino devrait poursuivre sa dynamique, lui ayant permis de retrouver sa meilleure année en termes de chiffre d'affaires depuis 2011 et se situe autour de 934 000 euros. M. Canu disait peut-être dépasser les 1 million en 2025. Les engagements pluriannuels d'investissement. Donc, au niveau de l'investissement, et à ce jour, toujours de manière prudente, la municipalité pourra compter sur une prévision des recettes à hauteur de 1,3 million, dont notamment 635 000 relatifs à la vente d'un terrain de l'UGCAM, 340 000 euros de FCTVA et 30 000 de taxes d'aménagement. Aucun emprunt ne devrait être souscrit pour assurer l'équilibre de la section. Au niveau du volet des dépenses, les crédits de paiement devraient concerner... Excusez-moi, Aline, je t'arrête. Oui.
Est-ce qu'on voit un peu plus clair par rapport au dernier conseil municipal sur les subventions qui étaient prévues? Est-ce qu'on a eu des décisions, des notifications? On resterait à réaliser sur 2025. On a mis 1 million d'euros, mais ça sera un petit peu plus. 1 million d'euros, on a toutes les notifications et ça, c'est certain. Waouh! Donc, c'est-à-dire sur les 1,3 million dont on avait parlé la dernière fois, on va réellement avoir rentré que 300 000. Ah oui, non, le reste à réaliser, c'est qu'on ne les a pas rentrés. En fait, on a des notifications qui nous confirment qu'on va les avoir. Mais ça, j'en ai jamais douté. Hein. Je vous ai dit que j'avais une totale confiance. Par contre, ça veut dire qu'ils ne vont pas s'imputer sur le compte administratif 2025. Si, on reste Ah non. ils seront sur 2025. Non. Non, il faut... Ah oui. Donc ça veut dire que ma question des 2 derniers conseils municipaux est toujours d'actualité, c'est-à-dire comment on va faire en l'absence de recettes d'investissement prévues au budget 2025. Voilà. Donc bon, je vous la reposerai au moment du budget parce qu'on aura laissé passer quelques jours et peut-être qu'on aura des éléments un peu plus solidifiés. Hein. Mais avant le budget, si vous en êtes d'accord, je viendrai en commission des finances avec Stéphane pour pouvoir avoir l'ensemble des éléments relatifs à ces questions. Oui. Une question. Quand est prévu le paiement effectif pour l'UGCAM? Normalement, ça se fait à la fin des droits de recours sur le permis de construire. Et lorsque le permis de construire va être déposé incessamment, ben ça c'est l'architecte qui l'a annoncé. Et du coup, ça a été reculé de 3 mois par rapport à le temps d'avoir le permis, à mon avis, c'est pas avant février-mars. Premier semestre. Ça sera au premier Maximum semestre. premier semestre. Premier semestre, oui, tout à fait, oui. Oui. Oui, peut-être juste un complément par rapport à votre débat sur la clôture de l'exercice et la bascule sur le budget 2026. Donc, sur l'exercice 2025, on devrait avoir effectivement environ en reste à réaliser qui ne sont pas dans les comptes 2025, qui sont budgétaires, mais qui permettent de calculer le besoin de financement dégagé par le compte financier unique 2025. On devrait avoir environ 1 million à 1,1 million de subventions à percevoir, qui vont rentrer dans l'analyse de l'équilibre de la section d'investissement. Concernant les dépenses, on devrait avoir autour, c'est ce qu'on disait, à peu près 600 000 euros de dépenses qui seront elles aussi en reste à réaliser. Si bien que entre l'exécuté 2025 et les restes à réaliser, grosso modo, OBS, le déficit qui sera comblé sera de l'ordre de 200-300 000 euros à peu près. Voilà. Et sur le budget 2026, sera bien présenté un budget avec uniquement des recettes prudentes et certaines, sans engagement sur la section d'investissement. Je l'entends, d'accord. Donc c'est un élément important, c'est-à-dire qu'on a non seulement ces recettes-là d'investissement qui vont basculer en reste à réaliser, mais on a également des dépenses. Okay. Ces dépenses, essentiellement quoi? Les travaux de l'école? Ce sont effectivement les DGD de l'école qui ne sont pas les encore fins de passés et qui doivent être validés et payés ensuite. Okay. Avec, de façon très transparente, tous les programmes arrivant sur la fin qui ont déjà été évoqués et les tensions sur la trésorerie que l'on connaît actuellement. Ça, c'est de la trésorerie. Quand vous dites les tensions sur la trésorerie, ça veut dire qu'on retarde finalement la validation, pour vulgariser le terme, la validation des travaux pour ne pas avoir à les financer en 2025 ? Non, ça signifie simplement que notre trésorerie était non, mais ça doit jamais être un problème de trésorerie. Si les travaux sont finis, les travaux sont finis. Il y a les factures qui arrivent et il faut les payer. Oui, mais dans la mesure où on a la trésorerie, à partir du moment où il faut d'abord payer les dépenses pour obtenir les recettes, voilà, on a cette difficulté-là. Et on n'a pas un an de retard de paiement. On a effectivement du retard de paiement parce que quelques soucis de trésorerie, mais ce n'est pas un an. On doit avoir 2 mois, je crois, là, actuellement, à peu près. Mais moi, là où je m'inquiète, c'est qu'on a dit, en tout début, je vous ai posé la question de savoir si on était bon, si tout était cadré par rapport à l'année. Vous m'avez dit non, là, on est parfaitement bon, il n'y aura pas de décalage par rapport à 2026. Et plus on avance, et plus on a des découvertes, là, en fait, finalement.
dans les trésoreries, juste pour etc. repréciser, pour expliciter les choses, en fait, il y a une différence entre, on va dire, des dépenses dont le service fait est fait sur un exercice et parce qu'on est contraint, on les rebascule sur l'autre. Ça peut arriver et ça peut arriver dans des portions congrues de l'ordre de 20, 30 000 euros, des sommes comme ça. Ça peut fonctionner. Par contre, ce qu'on a rattrapé sur les exercices précédents, c'était 250 000 euros qui ne correspondaient plus finalement au principe d'annuité budgétaire. C'est-à-dire qu'on glissait depuis des années, ce qu'on vous a expliqué sur l'exercice de rattrapage qu'on a fait en 2024, on avait été obligé de rattraper 250 000 euros de factures qui, d'un exercice sur l'autre, glissaient. Je pense pour des raisons de tension budgétaire et des difficultés qui étaient structurelles. On a essayé d'apurer ce fonctionnement-là. C'est différent d'avoir en reste à réaliser budgétairement des dépenses qui seront de toute façon payées, qui ne nécessitent pas d'apparaître dans le budget 2026, mais correspondent effectivement à des fins de programme où il faudra qu'on les paye, soit début janvier, soit fin février, en fonction des situations qui arrivent. Et pareil pour l'encaissement des recettes. C'est valable pour l'encaissement des recettes également. Tant qu'on n'a pas payé les dépenses, on ne peut pas aller chercher les soldes de subventions. Donc, au niveau du volet des dépenses, les crédits de paiement devraient concerner essentiellement du hors APCP et notamment 50 000 euros de subvention d'investissement afin de permettre au Majestic de poursuivre des aménagements engagés, 200 000 euros au titre de l'acquisition à l'EPF de la Grange, en 2 fois dans le respect des obligations contractuelles de la commune. Là, excuse-moi, mais justement, sur la Grange, moi, je suis un peu inquiète. Donc, on se retrouve avec un terrain qui est attenant à l'école, qui a fait l'objet d'un portage. Donc, pour être clair, on a demandé à un organisme d'acheter ce terrain. Il y avait un délai pour le racheter à cet organisme pour pouvoir y édifier un projet communal. Donc, ça veut dire que le calendrier, c'est comme si demain vous me disiez « Oh là là, cette année, Noël tombe le 25 décembre ». Je ne pense pas que ce soit une surprise pour tout le monde. Mais là, on avait un calendrier avec une date de rachat pour ce terrain. Et comme vous êtes finalement en difficulté, puisque vous avez fait d'autres choix politiques, notamment le rachat de l'hostellerie catalane, je ne sais toujours pas ce qu'on va en faire, enfin, et d'autres choses, on ne va pas faire la longue liste. Désormais, vous vous apercevez qu'il faut en urgence racheter le terrain de la Grange et qu'il faut le négocier pour le payer en 2 fois dans des conditions qui, à mon sens, sont un peu rapides puisqu'on a évoqué le fait, dans le contrat, de dire on va pouvoir le racheter moins cher et en 2 fois à condition, alors vous m'aviez dit, de faire des logements sociaux pour des jeunes travailleurs, c'est ça ? Donc ça, c'est une décision qui est prise à la va-vite parce qu'on découvre que finalement, on arrive au bout de l'échéancier parce qu'on ne peut pas payer en une fois les 300 000 euros correspondant au terrain, alors qu'on a déjà dépensé cet argent pour des projets finalement qui étaient assez mal ficelés puisqu'ils sont toujours en attente. Donc j'aimerais qu'on m'explique un petit peu pourquoi en catastrophe, on prend des décisions sur des choses qui auraient dû être anticipées puisque connues dans le calendrier. Par rapport à ces décisions, ça vient aussi par rapport à ce que, quand même, le responsable de l'Office 66 nous a annoncé, quand même, d'une manière un peu directe à un moment donné. Ça remonte déjà à 2 mois en arrière. Que globalement, par rapport à tout ce que l'Office crée sur la commune, notamment les 2 blocs qu'il y a de la Rasclose en ce moment, donc 2 fois 18 logements, certes, mais après, il y aura d'autres aménagements qui doivent venir aussi, d'après ce qui était annoncé. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à ce qui nous a formé, qui nous scotché complètement, 800 demandes de logement pour des jeunes travailleurs avec un CDI qui veulent travailler au boulot. Donc, ce n'est pas quelque chose de totalement innové. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui nous a été annoncé. Et donc, il y a 800 CDI à pourvoir au boulot. Non. Mais je découvre que nous sommes le Cap Canaveral de l'économie. Écoutez-moi, donc nous avons 800 moi, CDI à pourvoir au boulot. C'est dingue quand même. Je redis la phrase.
C'est 800 CDI qui ont besoin d'un logement justement pour travailler au boulot. Justement. Qui ont besoin pour travailler au boulot. Alors, votre phrase dit, il y a 800 CDI qui ont besoin d'un logement pour travailler au boulot. Bah, ils travaillent déjà au boulot, mais ils ont besoin de se rapprocher aussi. Parce que les déplacements, vous êtes bien placés pour savoir que ça coûte cher aussi. D'accord. Alors, je reprends ma question. Vous avez un terrain qui est attenant à l'école. Voilà, géographiquement. Ce terrain, vous saviez qu'à un moment donné, il fallait le racheter. Vous avez eu tout un mandat pour identifier des besoins à proximité de l'établissement scolaire. Et parce qu'il y a 2 mois, on vous réveille en disant « Allô, on arrive au bout du délai qui vous était imparti, qui se compte en années », vous dites « Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah bah tiens, l'Office 66 nous a alerté sur le fait qu'il y avait des jeunes travailleurs qui cherchaient des logements. Comme on n'a pas trop le choix, qu'on n'a pas anticipé, qu'on ne sait pas quoi faire et qu'on a déjà dépensé l'argent en achetant des bâtisses pour en faire rien, notamment l'hôtellerie catalane qui devait s'effondrer et qui a l'air tout à fait debout pour l'instant, eh bien, dans la hâte, vous prenez une décision alors que vous aviez tout le mandat pour la prendre, cette décision. C'est ça que je vous explique. C'est pourquoi on arrive encore en bout de course dans de l'impréparation. C'est pas comme si on vous disait pas que vous étiez jamais préparé. Bah, après, je pense qu'on a inscrit quand même ce projet de la grange et donc effectivement avec du logement, ce qui permet aussi de le régler en 2 fois. Après, la nouvelle assemblée qui sera en mois d'avril pourra prendre la décision qu'elle voudra. De toute façon, on en discutera ensemble encore. De toute façon, on fera une commission d'urbanisme et on regardera ça et puis on regardera aussi. Juste la précision qui s'impose à vous, et ça deviendra une dépense obligatoire, c'est qu'au mois de juin, il faudra racheter en tout ou partie la grange. Peu importe le projet que vous aurez. Non, mais le délai, on ne vient pas de l'apprendre, on le connaissait. Quand on avait prorogé le portage d'1 an, on savait que ça allait arriver au mois de juin 2026. Donc ce n'est pas vraiment une surprise de le voir apparaître sur le DOP 2026. Je continue. Donc, il y a aussi une navette à hauteur maximum de 180 000 €, puisqu'on n'a plus de navette qui est en location à partir de juin. Le remplacement de poteaux incendie à hauteur de 35 000 € et divers aménagements de remplacement de mobilier et de matériel à hauteur de 95 000 €. Donc, la section d'investissement devrait s'équilibrer à hauteur de 1,3 million. J'ai une question, peut-être vous n'avez pas la réponse, mais ce n'est pas un piège. C'est en entendant parler de la navette. On l'avait en leasing, c'est ça hein? C'est un loyer. C'est un loyer de combien annuel? Annuel, je ne sais plus. 40 000. C'est à... Ok, 30 000. 30 000, ça veut dire que l'achat d'une navette à 180 000 €, elle est amortie en 6 ans, c'est ça? À peu près, oui. Non, Ah, vas-y, Ah, voilà. Pardon. Oui, en calculant l'amortissement, voilà, ça fait 6 ans et demi, quoi. Non, un peu plus. Pardon. Bah après, ça dépend si, oui, en amortissement Non, pur ou la si durée vous- d'amortissement sur la navette est supérieure à 5 ans. Ouais. Quand je parlais d'amortissement, c'était un comparatif entre recettes, dépenses de fonctionnement Voilà. et investissement, bien sûr. L'amortissement d'une navette à 180 000 €, non. c'est un peu plus long. Non, on est bien d'accord. Je ne parlais pas de comptabilité. Hein, je parlais d'économie. Et on a eu. Ouais. Est-ce qu'on avait des dépenses à notre charge en plus du loyer? Alors, pour justement ce travail-là d'analyse Ouais. sur le Je m'en doute que vous l'avez regardé. sur ouais, ce quand même. service public, on l'a effectivement regardé. Il faut rappeler, si on fait un peu l'historique pour que tout le monde autour de la table ait les idées en tête sur le sujet de la navette, vous aviez initialement 2 navettes. On était sur un service public qui, grosso modo, entre la location et le personnel et le carburant et les assurances, coûtait, si ma mémoire est bonne, plus de 150 000 €, 180 000 à peu près de mémoire. Sur ce sujet-là, vous aviez une participation, je vous fais l'historique d'il y a 2 ans, une participation de la chaîne thermale du Soleil qui contribuait à hauteur de 30-40 000, si ma mémoire est bonne, ou voire un peu plus.
Alors, de mémoire à vérifier, mais je dirais maximum 30 000. Oui. C'était plutôt 30 000 dans la convention. Oui. Bon, il se trouve que la chaîne thermale du Soleil a fait le choix de considérer que cette participation était trop élevée, et leur argumentation portait on est sur un service public qui ne favorise pas forcément les curistes du camping, ou des campings qui sont à côté des thermes, mais plutôt, en gros, le centre-ville, les loueurs de meublés, etc. Donc, ils étaient plutôt dans une approche qui leur appartient, de réduction de ce coût-là. Et donc, ils n'ont plus souhaité verser à cette hauteur-là cette participation. Monsieur le maire a eu des échanges avec eux, et effectivement, on a essayé de recalibrer le service. Donc, on s'est séparé d'une navette, on n'a plus fait qu'une tournée, mais par contre, on l'a ouverte le samedi en disant on offre au Boulouninc un service supplémentaire le samedi, ce qu'il n'y avait pas. Et ça nous a permis de réduire les coûts. Aujourd'hui, le coût de la navette avec les agents est de l'ordre, je le fais de mémoire, on est autour de 80 000 euros. 80 000 euros. La location. Voilà. Donc la question qui s'est posée à nous, d'un point de vue technique, là encore, c'était de savoir est-ce que en louant de nouveau une navette électrique ou en externalisant la prestation avec chauffeur, etc., on pouvait être dans ce cadre-là. Visiblement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est d'autant pas le cas que, entre guillemets, on a les équipes. C'est-à-dire qu'on a les chauffeurs, on s'est lancé dans une idée. Donc c'est pour ça qu'on repart sur l'acquisition d'une navette qu'il faut décider rapidement parce que le temps de la commander, qu'elle soit prête, etc., il faut au moins, grosso modo, 6 mois. Et c'est vrai qu'on était partagé entre ces deux approches-là. Sur l'aspect électrique, la problématique qu'on rencontre, c'est que la fiabilité de l'électrique sur le long terme, en termes d'entretien, demeure compliquée. C'est pour ça qu'il est proposé de repartir sur une navette thermique. Donc, en gros, voilà, on est sur cette réflexion-là. Parce que le coût en électrique, on serait d'abord beaucoup plus élevé. On est plutôt autour de 230 000 euros, voire plus sur de l'électrique. Et ensuite, on a la problématique de la fiabilité et de l'entretien de la navette. Donc, aujourd'hui, on se dirigerait plutôt sur une thermique. Et effectivement, quand on fait le calcul, et vous l'avez certainement fait également, acquisition au moins FCTVA et durée d'amortissement, plus masse salariale, plus carburant, plus assurance, on resterait à peu près dans ces eaux-là. Ben, merci pour cette information. On ne l'avait pas. Enfin, moi, je ne l'avais pas à titre personnel. Si vous me demandez mon avis, vous ne me l'avez pas demandé, mais je vais vous le donner, comme d'habitude. C'est à ça que sert un conseil municipal. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'acheter une navette neuve, il ne faut surtout pas acheter une navette électrique. Donc, parce que déjà, le montant d'acquisition est beaucoup plus élevé. L'entretien, il n'y a aucune maîtrise de rien. Donc, par prudence, si on doit en faire l'acquisition et si votre hypothèse la plus fiable, c'est d'en faire l'acquisition, il vaut mieux acheter une thermique. Pour moi, il n'y a pas de débat. Malheureusement, l'impact en matière de pollution, on n'est pas bon. Mais je ne crois pas que la commune, aujourd'hui, puisse se permettre d'acheter une navette neuve électrique et de ne pas réussir à l'entretenir. Donc, c'est peut-être le choix de la prudence, en l'occurrence. Avez-vous regardé l'option hybride ? Alors, on a effectivement posé la question sur de l'hybride, savoir si effectivement, dans les propositions des fournisseurs, il était possible d'avoir un modèle hybride. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Il ne semble pas que sur une navette de cette dimension-là et une navette urbaine, on soit sur des technologies qui proposent de l'hybride, mais j'ai demandé à ce que ce soit regardé par les services. Puis, à mon avis, le coût doit être encore majoré, je pense. On en était même à se dire, est-ce qu'une occasion récente peut être encore plus amortie ? Voilà, on essaie d'évoquer tous les cas de figure, mais effectivement, s'il y a de l'hybride, ça peut être intéressant. Et en plus, je ne pense pas que l'hybride soit vraiment, au niveau fiabilité, meilleur que tout électrique ou thermique. Non, mais les distances sont relativement courtes. Hein. C'est vrai que. C'est là que l'hybride a tout son intérêt en ville et sur des petites distances comme ça.
Et le coût à double motorisation, ça coûte vraiment cher. Hein. Pardon, juste pour rester, on va pas le faire très long sur le thème, mais comme c'est une information que j'avais pas, c'est toujours intéressant. La deadline, c'est quand pour le renouvellement de la navette actuelle? Juin, vous avez dit? Donc ça veut dire qu'il faut la commander. Donc il faudrait que les oppositions que l'on compose soient associées quand même au choix que vous ferez. Ça serait logique. Hein? Pour regarder le neuf ou l'occasion ou peut-être l'hybride, ils sont en train de pencher dessus là. Mission navette, voilà. J'ai bien compris, Aline, mais étant donné les temps de livraison, etc., je pense que la commande, il faudra la faire avant les élections pour être plus clair. Hein, donc, peut-être même en décembre. Voilà, donc il faut qu'on se mette d'accord d'ores et déjà, et donc il faut qu'on ait les éléments pour pouvoir voter pour cette démarche. Hein. On fera une discussion croisée et puis voilà. Donc, Je passe au budget annexe ou il faut faire prise d'acte non. D'accord. Donc je passe au budget annexe, donc le budget du service de l'assainissement. Donc au niveau du budget de l'assainissement, il devrait s'équilibrer en section d'exploitation à hauteur de 240 000 € et 174 000 € au titre de la section d'investissement. Les dépenses d'exploitation devraient enregistrer des dotations aux amortissements à hauteur de 174 000 €, le remboursement du personnel affecté et une étude portant sur le potentiel raccordement complémentaire de la REUT pour une utilisation supplémentaire. Les recettes enregistreraient quant à elles les redevances à hauteur de 154 000 €, les participations à l'assainissement collectif et l'amortissement des subventions d'investissement transférables. Côté investissement en dépenses, donc 75 000 € sont issus des opérations d'ordre d'amortissement des subventions transférables et environ 100 000 € en prévision des travaux nécessaires permettant d'assurer l'équilibre. Je passe au budget annexe régime majestique. Non, des questions? Oui, sur les investissements pluriannuels, je me posais la question, du Majestic, en fait, le dernier versement de 2026. Il y sera forcément. C'est en janvier, oui. Oui, sur le budget, ouais, d'accord. Mais là, il n'est pas. C'est pas une dépense nouvelle, donc c'est vrai qu'on l'a pas. D'accord, ok. Merci. Je vous l'accorde, c'est un peu limite de l'avoir pas cité, mais c'est une dépense obligatoire puisqu'elle est contractuelle. Elle sera dans le budget 2026, bien évidemment. Oui. Donc justement, au niveau du budget annexe Régie Le Majestic, alors, au niveau du budget annexe du Majestic, il devrait s'équilibrer en section de fonctionnement à hauteur de 44 000 € et 52 000 € au titre de la section d'investissement. Les dépenses de fonctionnement devraient enregistrer des dépenses de gestion inhérentes à cet espace. Donc c'est l'achat de films à hauteur de 4,5 millions et le remboursement 4 500, excusez-moi. C'est vrai, ça fait beaucoup là. C'était pour vous réveiller, voilà. Et le remboursement du personnel affecté à hauteur de 20 000 €. Là, c'est bien 20 000 €. Les recettes enregistreraient quant à elles les ventes des places et redevances d'occupation des espaces à hauteur de 10 500, ainsi qu'une subvention d'équilibre de l'ordre de 30 000 €. Côté investissement, les dépenses sont constituées d'aménagement des espaces et d'acquisition de matériel permettant une meilleure sonorisation et éclairage en faveur des représentations. Moi, j'ai terminé. Si vous avez des questions. Bon, ben, merci beaucoup, Aline. Hein. En tout cas, on a bien présenté quand même les dispositions. Ben, on peut prendre acte de ce que tu as annoncé. Et en tout cas, un grand merci quand même pour le travail réalisé. Hein. Voilà. Alors, peut-être que vous voulez dire quelque chose.
Non, je voulais juste d'un point de vue technique revenir au débat sur l'équilibre entre les dépenses d'investissement et les recettes d'investissement. À partir du moment où vous faites 12,1 millions d'euros de dépenses d'investissement, que vous avez 3 millions de subventions et que vous avez sur le mandat 3,2 millions d'efforts de dotation, que ce soit FCTVA, taxes locales, taxes d'équipement et autres affectations en réserve, grosso modo, il vous reste un solde qui est de 5,9 millions. Sur le mandat, cette municipalité a emprunté 5,4. Donc on est à peu près dans l'équilibre de leurs dépenses d'investissement. Alors ça, c'est certainement pas une notion technique, hein, ce que vous venez de faire, hein, parce que pour moi, c'est certainement le plus politique qu'on a entendu ce soir. C'est votre vision des choses, Monsieur Benayem, c'est pas la mienne. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle l'autofinancement dans des dépenses d'investissement. Et que vous considériez, oui, ça existe, que vous considériez que 12 millions d'emprunts sur un mandat de 6 ans, c'est bien, ok. Mais 6 millions d'emprunts, c'est-à-dire 50% financés par de l'emprunt, pour moi, ce n'est pas une bonne chose, concrètement, politiquement. Peut-être que techniquement, ça vous va bien, mais politiquement, moi, ça ne me va pas. Je trouve que le taux d'emprunt, le taux d'endettement est trop élevé par rapport au montant de l'investissement. Alors qu'on était sur un mandat qui était prolifique en matière de subventions d'investissement. On a eu le Fonds vert, on a eu la DSIL, on a eu quand même des mannes qui ont profité à l'ensemble des communes. Hein. Je parle de Reynes, par exemple, qui a refait une école. D'autres communes ont fait le choix de refaire une école neuve. Donc, je pense que 6 millions sur 12 millions d'investissements, pour moi, c'est beaucoup trop élevé. À tel point qu'on se traîne un boulet, et ce boulet, on va le traîner pendant des années. Voilà. Donc, techniquement, votre avis, sincèrement, je le trouve plutôt politique. Donc, je vous le dis. Tout ça pour dire que, de toute façon, on va conclure déjà ce débat, de toute façon. De toute façon, après, ça sera au boulot de juger aussi par rapport à la réalité des réalisations qui ont été faites pour le confort, que je le dis toujours, des enfants et des personnels. Ma foi, c'était quand même un sujet important, parce que vraiment, on avait quand même de gros soucis justement de non-confort. Et ça, c'était dramatique, à la fois à l'été comme l'hiver. Alors, voilà. Je suis désolée de revenir là-dessus, mais alors, de se cacher derrière le confort, parce que l'inconfort était dramatique, on ne revient pas sur le fait qu'il y avait des travaux à faire. Mais je reviens sur ma comparaison entre deux personnes qui sont au SMIC, qui ont besoin d'acheter une voiture et qui décident d'acheter une Porsche. C'est ce qu'on a fait ici, en fait. C'est ce qu'on a fait ici. Les perspectives sont aussi de réduire les coûts de fonctionnement aussi avec l'énergie qu'on est en train de produire. Mais ça aussi, ça fait partie du sujet. Alors ça, j'aimerais bien voir les tableaux, en fait, sur combien d'années et combien de siècles, en fait, l'investissement va être amorti. Écoutez, donc aujourd'hui, le confort à ce prix-là... Voilà. Non, mais que ce soit clair. Quand on achète une Porsche, au lieu d'acheter une autre marque de voiture, ça veut dire que tout cet argent-là, on ne l'a pas pour acheter d'autres choses nécessaires pour le confort d'autres personnes. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas refaire les écoles. C'est le prix qui a été investi, qui est démesuré. Et à prendre des décisions avec des tarifs aussi démesurés, ça veut dire que tout le reste des habitants en pâtissent, parce que cet argent, il n'est pas dépensé à bon escient. Donc la question de savoir si on manquait de confort à l'école, elle ne se pose pas, oui. Maintenant, si on achète une grosse voiture et qu'à cause de ça, on ne peut pas acheter de maison, on ne peut pas acheter de vêtements, on ne peut pas se nourrir, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion. Bien, écoutez, hein, de toute façon, on a fait aussi une CAO quand même pour les marchés publics, hein, et justement. Effectivement, même sur l'école élémentaire, on a vu qu'en faisant la mise en concurrence, on avait quand même des prix qui avaient sacrément régressé par rapport à l'estimation d'origine. Enfin bref, c'était comme ça. Voilà, c'est terminé, de toute façon, pour cette discussion. Hein. Si Aline veut rajouter quelque chose, peut-être. Oui, parce que c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, Rose-Marie, c'est que 6 millions d'emprunts, oui, mais il n'y avait plus quasiment, enfin, il y a de l'autofinancement, mais moindre. Et oui, là, c'est quelque chose que j'ai relevé dans les tableaux. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai compris de ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait de l'épargne qui a été essorée. À une époque, on aurait pu emprunter, et qu'après, vous avez été contraint d'emprunter. D'accord.
Donc il y a eu un problème de gestion avant, mais il y a aussi un problème de gestion maintenant, c'est-à-dire que les emprunts, à mon avis, ont aussi été démesurés. Alors une chose, c'est de serrer la bourse au point de rien dépenser, de ne pas emprunter. C'est comme si on avait des sous sur un compte et qu'on se dise maintenant j'ai la voiture campagne, oui je suis très voiture ce soir. Et finalement, au lieu de payer en 3 fois le garagiste, on essore tout ce qu'il y a sur les comptes et quand c'est la machine à laver qui ne marche pas, ben là on n'a plus de sous. Donc forcément, le problème c'est que vous avez acheté une machine à laver à prix d'or derrière. Donc ici, c'est le boulot. Il ne fallait pas se prendre pour l'empereur de Chine. Je suis désolée. C'est malheureux. Vous faites une phrase malheureuse, vous, et après, ça part un débat de nouveau sur... et je suis obligé de mettre mon grain de sel. Parce qu'à chaque fois, je vois que vous essayez de m'attaquer un petit peu sur le mandat précédent. Mais Donc pas du tout. non, c'est pas les vous, chiffres qui parlent. Madame Quintana, ça me fait sourire. Le choix qui avait été fait en fin de mandat, ça je le sais, j'étais adjoint aux finances, donc je l'assume totalement. Le choix qui avait été fait en fin de mandat, c'était effectivement de laisser faire l'effet ciseau, de réduire l'endettement pour pouvoir investir sur une opération importante en investissement, donc par l'emprunt. D'accord ? Ça avait été un choix. C'est le choix qui est fait par la communauté de communes actuelle, d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui y siègent, Monsieur Coste, c'est exactement ce qu'il dit. On se réduit la marge de CAF pour pouvoir derrière investir sur une grosse opération, donc se réduire le taux d'endettement. C'est le choix qui avait été fait. Donc clairement, ça je l'assume. Après, quant à votre explication sur l'emprunt, je ne peux pas vous laisser dire. Tous les ans, vous avez fait un emprunt. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, vous en avez fait 3. D'accord ? Les premiers emprunts, les 3 premiers millions, ça a été pour des investissements qui n'étaient pas du tout nécessaires. Ça ne concernait pas l'inconfort des enfants et autres. C'était acheter une maison pour la détruire, c'est acheter une maison qui allait, soi-disant, tomber en ruine, qui est toujours là. C'est comme ça que vous avez dépensé l'argent pour l'emprunt. Et c'est les 500 000 € pour l'autoport aussi, pour l'opération de l'autoport, où on a emprunté le 19 décembre 500 000 €. Ces 3 millions-là, on peut débattre autant qu'on veut, on les a perdus, on n'arrivera pas à les retrouver. Vous justifiez qu'il y avait un inconfort de l'école, il y avait un besoin nécessaire de travaux de réhabilitation pour les 2 écoles. J'en suis convaincu, une fois de plus, et je crois qu'on l'est tous. Moi, ce que je regrette, ce n'est pas le montant des travaux que vous y avez consacré, c'est les 3 millions d'investissements, d'emprunts que vous avez contractés avant. Moi, c'est ça qui me fait mal. Ces 3 millions, ils nous manquent. Voilà, tout le monde s'est exprimé. Hein, moi, ma foi, hein, je veux dire, nous, on a réalisé, et les Bouloudins choisiront. Voilà. Allez, ceci étant, je vous propose de passer aux dispositions et délibérations suivantes. Sur les ressources humaines, est-ce que vous avez regardé un petit peu les dispositions sur les créations, notamment de postes? Est-ce qu'il y a des choses particulières là-dessus, de ce que vous avez vu? Donc, je vais passer au vote directement. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Derrière, on a le marché de fourniture. Pour la partie électrique, donc on avait une CAO il y a le 13 novembre dernier de mémoire. Bon, vous avez eu justement le cadre du rapport justement de l'Inixial, qui est celui qui a fait la discussion, etc. Ça a été discuté. En CAO, on a validé la maison Lioum, qui est une boîte locale. Monsieur Lioum est originaire de Prats-de-Mollio. Il est en train de monter d'ailleurs son bureau et sa société à Técoulric là en ce moment. Donc voilà, et donc il a été formé aussi à Valop comme jeune entrepreneur. Et à partir de là, il s'est complété et il montre. Et son chiffre d'affaires est en train de monter d'ailleurs. À ce propos, pour la SAO, je voulais vous présenter mes excuses parce que je me suis trompé d'une semaine en fait. Et quand j'ai demandé au secrétariat si elle était toujours confirmée, elle avait déjà eu lieu, donc c'est de ma faute. Voilà. Ça nous a étonnés, mais enfin bon, voilà, vous êtes excusés. Voilà, bon, écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions là-dessus. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci de votre unanimité. Justement,
Le chemin de l'impasse de Marsarbéki. Peut-être je vais laisser la parole à justement Jean-Claude. Alors, un chemin en partie privé sans issue, en contrebas de la nationale 618, desservant un groupe d'habitations n'a à ce jour pas de dénomination. Cette situation génère des difficultés en matière de raccordement et d'adressage. Après consultation, les différents propriétaires de la partie privative du chemin se sont dit favorables à la proposition de le nommer impasse du Mas Arbeki. Voilà. Pas facile à dire. Hein. C'est eux qui l'ont choisi. Hein. Arbeki. Voilà. Arbeki. Bon, voilà, donc c'était le choix des trois voisins. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Hein. Donc, qui est contre, qui s'abstient, merci de votre unanimité. Allez, on va voir maintenant la disposition de la famille de terrain de monsieur et madame Ménard, hein, donc au Clos du Bois. Est-ce que, Nadège, tu veux déjà dire quelque chose ou on valide un peu le principe aussi? Hein, c'est pas un grand bout de terrain, Non. mais enfin, c'est une anomalie qui a été constatée après l'acquisition de cette maison, quand même. Hein. Oui, je le fais si tu veux. Alors, la commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée AV 454. Je pense que vous avez vu tous le plan. D'une contenance, donc en fait, il y a 23 mètres carrés qui viennent du transfert de voirie réseau espace vert du lotissement Clos du Bois depuis le 11 septembre 2025. La parcelle communale en question, comme les autres, se trouve à l'arrière des maisons et devait servir pour la gestion des eaux pluviales du lotissement. Cette parcelle est située à l'arrière de la maison, au 5 rue du Romarin. Les anciens propriétaires de la parcelle avaient empiété de moitié sur cette parcelle pour y construire un mur de clôture. Les propriétaires actuels veulent aujourd'hui régulariser la situation afin de vendre leur maison sans vice de conformité. C'est pour ça. Donc du coup, la solution proposée pour régulariser l'empiètement sans contrainte à la gestion des eaux pluviales est de vendre cette parcelle en grévant la parcelle d'une servitude de passage au profit de la commune. Cette servitude permettrait une continuité de passage derrière l'ensemble des maisons et une continuité dans la gestion des eaux pluviales. La valeur vénale du bien a été évaluée par le service des domaines à 690 €, soit 30 € le mètre carré, et il est proposé de garder ce prix pour la vente de la parcelle. Merci Nadège. C'est vrai que quelque part, c'était quelque chose qui nous est arrivé sur le coin du visage sans le prévenir. Donc voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Mais c'est vrai que ça nous aidera aussi avec les services techniques de pouvoir faire l'entretien derrière ces parcelles. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Une question. Ouais. La parcelle d'à côté n'empiète pas aussi si on peut remonter le plan un peu? Je n'ai pas entendu, excuse-moi Jean-Marc. Mon voisin dit Si c'est possible de remonter un peu le... On voit la pointe de la 255 là, qui est dans le même cas, non? Non, c'est limite. C'est que la 254. Hein, voilà, donc, tout à fait. On est allé déjà 2 ou 3 fois sur site pour constater, honnêtement... à la parcelle 456 255, qui est juste au-dessus. Oui. Il y a la pointe. Ah, donc, et le petit bout, le 455... Mais si. Là, moi, je te parlais du 454. Au-dessus, tu as le 455. C'est là qu'il y a la servitude. Et c'est là que ça fait partie de la mairie. Avec le trait rouge qui revient voilà. là, à 80 degrés. Là. Non, mais je comprends pour la 254, mais je pose la question pour la 255. Oui. Donc le numéro 455. Bon, c'est bon. C'est bon. De toute façon... Non, le 455 n'est pas vendu au 255. Là, on passe le 454 au 254. Je suis sûr quand même du trait tel qu'il est fait, parce qu'on est allé sur place. S'il faut, on ira encore une 4e fois sur place pour le vérifier. Mais bon, il y a rien à raconter. Même pas moins d'1 mètre carré, en fait. Si, on l'a regardé. Et alors, il me semble qu'il y a moins d'1 mètre carré. Donc, pour l'instant, on a dit qu'on voyait avec les propriétaires. On va pas pinailler. Non. Moi, je veux comprendre. La 455 appartient à la commune. Oui. La 255 en particulier. C'est ça. Il me semble voir qu'il empiète quand même de façon assez grossière sur la parcelle.
1 mètre carré, ça veut dire que j'ai un œil de lynx. Oui, non, mais j'ai dit il me semble. Donc, oui, je. Non, mais alors, si Voilà. elle n'empiète pas, donc. Bon, on va dire, moi, Non, mais notre question, c'est. d'après ce que j'avais vu, moi, je ne le voyais pas. Mais enfin, Ok. on y Vous retournera. le revérifierez. On le revérifiera de nouveau. Hein, donc. Voilà, ben, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient. Merci pour la dénomination de l'acte à faire. Dorénavant, on va passer sur le règlement général des polices de cimetière. C'est Jean-Claude qui va vous le présenter. Alors, un avenant de règlement général sur la police des cimetières. Ça avait été déjà fait, mais on l'a modifié parce qu'on a eu des informations de la préfecture. L'inhumation en terrain commun d'un indigent, c'est-à-dire une personne qui est décédée sur le boulot, sans aucune ressource, rien pour rechercher de l'argent, dont on le met dans une fosse commune avec une caisse et les obsèques sont à charge de la mairie. Ensuite, pour une exhumation, pour garantir le bon déroulement des opérations, toute exhumation sera réalisée avec la police municipale et aura un coût de 25 €. L'article 38 pour les acquisitions. L'acquisition d'une concession funéraire est strictement réservée à l'inhumation d'une personne décédée. Il n'est donc pas possible d'acquérir une concession à titre préventif de son vivant pour sa propre sépulture. Toutefois, une dérogation peut être acceptée lorsqu'un conjoint, un partenaire, un pax ou un compagnon notoire a déjà été inhumé dans le cimetière communal. Le survivant peut solliciter l'acquisition d'une seconde concession. Voilà. Moi, j'ai une question parce qu'on a quand même des gens qui ne sont pas forcément mariés ou qui n'ont pas forcément un conjoint, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'enfants, qui savent qu'à un moment donné, ils vont mourir et qui pourraient choisir d'anticiper leur propre décès, leur propre funérailles et pas finir dans la fosse commune, qui peuvent faire l'acquisition d'une concession. Donc ça, comment ça se passe ? Mais ça, c'est dans les contrats d'obsèques, souvent où ils mettent leur volonté. Donc, il faut passer par un contrat pour que ce soit le prestataire qui achète une concession. Il peut y avoir des héritiers aussi. Hein. Non, mais je vous parle d'une situation. Après, réserver le Oui. casier. Alors, ça se faisait avant, sauf qu'on arrive à faire des concessions qui restent vides pendant un certain nombre d'années. Et on est chaque fois obligé de construire. Et quand on en a besoin, on n'en a pas. Oui, alors, mais peut-être, oui, enfin, je sais pas, peut-être affiner sur cette question parce que des gens qui ont besoin de s'apaiser ou qui sont placés, c'est quand même une source de stress. La fin de vie, c'est pas anodin. Et bon, pour avoir parlé avec un certain nombre de personnes qui sont dans cette situation et qui aimeraient pouvoir anticiper, je pense qu'une précision serait nécessaire dans le règlement. C'est un vrai sujet sérieux et un vrai sujet qui intéresse en plus en général toute la population. J'ai demandé au service qu'on travaille sur une stratégie du service funéraire au sens où de la gestion domaniale des cimetières. Parce qu'effectivement, on se retrouve avec aujourd'hui des gens qui légitimement ont envie de prendre une concession, même s'il n'y a aucun défunt dans la famille. Et on se retrouve du coup à de plus en plus pour ne pas être en capacité de se projeter et avoir une difficulté foncière. Voilà, on commence à être contraint en matière d'espace. Donc il faut qu'on ait une vraie réflexion à la fois. Vous apporter une réflexion technique pour que d'un point de vue politique, vous puissiez, demain, quelle que soit l'Assemblée, prendre les orientations, c'est-à-dire est-ce qu'il faut faire du discernement entre une concession réservée s'il n'y a pas de défunt, qu'est-ce qu'on fait parce qu'il faut quand même 4 à 5 mois pour construire des casiers. Demain, on va être en limite. Quelle est la stratégie de la commune lorsque la capacité de ce dernier cimetière sera atteinte? Voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on pose et qu'on voit avec les élus. Voilà, je pense que, oui, après, il y a des dispositions peut-être à voir aussi avec les prestataires, hein, bien entendu. Enfin, voilà. Bon, peut-être une autre question. Une autre question. Article 42. Pourquoi vous limitez dans un en-feu à 2 urnes maximum? Pourquoi dans les en-feux de l'article 42
Pourquoi dans les enfeux, on est limité à 2 urnes maximum, en plus du cercueil? Qui veut ça, hein. C'est pas nous qui l'avons pondu. Hein. C'est la loi qui veut ça. Hein. On ne peut pas aller au-delà d'un cercueil avec 2 urnes. Hein. Ou alors il faut enlever le cercueil. Parce que la place y est justement pour d'autres urnes. Oui, mais si on enlève le cercueil, oui. Mais sinon, Quelle loi? Comment? Quelle loi? Tu dis c'est la loi. Quelle loi? Je ne sais pas, moi, c'est dans le règlement que tu l'avais vu, toi, justement. C'est toi qui t'en occupais. Oui. De le modifier, je pose la question. Si un cercueil et 2 urnes, on ne peut pas y mettre avantage. Il faut enlever le cercueil, sinon. C'est la largeur d'un enfeu. Il y en a de tous. Hein. Là, bon. Allez, je pense qu'on va garder un peu cette modification qui a été amenée justement par les nouveaux textes, etc., notamment pour tout ce qui est exhumation. Donc voilà. En tout cas, merci et tout ça. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On va passer. Patrick, c'est toi qui as le. Oui, oui, ça y est. C'est bon? Je peux y aller? Unanimité. Oui, donc à toi, Patrick. Ouais. La présente convention vient fixer les conditions de modalité de mise à disposition d'un salarié. Il est conclu une convention de mise à disposition à durée déterminée entre le groupement d'employeurs GE Professions et Loisirs 66 et l'utilisateur pour l'encadrement et l'animation des activités physiques pour tous, activités aquatiques et surveillance des baignades à la piscine du Boulou, pour la période du 1er juin 2026 au 31 août 2026. Enfin, 26, pardon. En raison de 35... Je me trompe avec les élections 26, 27. Je reprends. Voilà. En raison de 35 heures par semaine, dans le cadre de son contrat d'apprentissage. En aucun cas, l'utilisateur peut modifier les tâches imposées aux salariés par le présent contrat de manière unilatérale. Toute modification de la mission entraîne une modification du contrat. À ce titre, l'utilisateur doit contacter le groupement d'employeurs pour toute modification et tâches confiées aux salariés mises à disposition. Est-ce que vous avez des questions? Il est donc proposé à l'Assemblée municipale d'en débattre et d'en délibérer. Bon, écoutez, je pense que c'est justement pour les perspectives à venir. Et c'est la formation par alternance en plus. Donc, voilà. Et puis, bon, je vois qu'il y a d'autres structures. Ce matin, j'étais avec la SPL. Ils font la même chose pour regrouper un peu leur personnel. Et c'est le groupement d'entreprises comme ça, c'est bien. Allez, qui était contre, qui s'abstient? Merci de votre unanimité. On va passer à la question suivante. C'est pour la boîte à chaussures. Oui, donc c'est une disposition qui se fait à la médiathèque actuellement, avec une convention qu'on doit signer avec un prêt d'exposition de la part du département. Voilà, enfin bon, donc c'est visible dès maintenant. Donc je ne sais pas si vous avez des questions particulières là-dessus. Donc qui est contre, qui s'abstient? Merci de votre unanimité. Pour continuer, voilà la convention de conditions d'intervenants pour l'organisation agriculture dans les écoles. Et là, c'est Caroline qui va nous en parler. Alors, l'expertise des intervenants extérieurs à l'école permet de compléter l'enseignement des arts et de la culture. Qu'ils soient artistes, techniciens, médiateurs ou plus largement professionnels des arts et de la culture, les partenaires venus des structures qui constituent l'environnement culturel de l'école enrichiront la conception et la mise en œuvre des projets. Le parcours d'éducation artistique et culturelle vise à garantir un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture. L'éducation artistique et culturelle concourt à la formation intellectuelle et sensorielle des élèves. Elle contribue à la réussite et à l'épanouissement des élèves, notamment par le développement de l'autonomie et de la créativité. La diversification des moyens d'expression et l'appropriation des savoirs
de compétences et de valeurs. La convention entre l'éducation nationale et la ville du Boulou fixe les conditions de participation de l'intervenante extérieure pour l'organisation de l'activité musique au sein de l'école élémentaire La Souberaie. Il est donc proposé à l'Assemblée municipale d'en débattre et d'en délibérer. Bon, c'est les conventions avec l'académie, donc on reste sur des dispositions à conserver aussi. Je pense qu'il n'y a pas de question particulière là-dessus, donc il faut quand même qu'on le valide. Donc qui est contre, qui s'abstient, merci de votre unanimité. Et on va terminer, je pense, parce qu'il y a avec la convention d'adhésion au service de protection des données DPD mutualisées. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est tenu de faire actuellement, justement, pour se mettre en conformité avec la réglementation. Donc, sa réglementation avec le Centre de gestion des Pyrénées-Orientales, c'est des lois de la CNIL qu'il fallait respecter. Bon, ben voilà, on s'y accroche, et maintenant, il suffit de respecter ça. On aura quand même un acteur qui vient de chez eux, justement, pour nous aider un peu, ce qu'on appelle un DPD, c'est-à-dire un délégué de protection des données, parce qu'il faut un savoir-faire, surtout pour aller chercher en informatique un petit peu toutes les protections qu'on doit sauvegarder et protéger. Voilà, vous avez dû lire la convention, il n'y a pas de disposition particulière. Donc on reste dans le cadre des communes de 5 000 à 10 000 habitants, et on reste dans ce cadre-là. Alors, s'il n'y a pas de question, qui est contre, qui s'abstient, merci de votre unanimité. Et enfin, donc, il y avait quelque chose sur la Via Domitia, sur lequel on ne vous a pas transmis le document ad hoc. Mais en fait, c'est un appui sur le schéma de fonctionnement, de retravailler sur ce patrimoine de la Via Domitia. Bon, après, sur le Boulou, j'ai demandé effectivement qu'on voit un petit peu par où ça passe, réellement, où est-ce qu'on a quand même des vestiges et des patrimoines existants. Il y a eu quelques bornes. Mais si vous voulez, on le reportera un peu plus tard, avec le document qui vient avec. Le syndicat n'existe plus ? Il y avait un syndicat, non, pour la Via Domitia, qui gérait... Non, j'ai dit une bêtise. Non, c'est pas le syndicat, c'est un collectif qui s'appelle Via Domitia. D'accord. Oui, parce que c'est intéressant que toutes les communes qui sont traversées par la Via Domitia, et nous, on en fait partie. Voilà. Ouais, totalement, voir si ça peut être intéressant ou pas de développer ce tourisme historique, quoi, j'ai envie de dire. J'ai même demandé au service d'urbanisme qu'ils me sortent un peu le schéma donc, pour voir un peu. Et il y a quelque chose qui passe bien vraiment au bout. Ouais, donc on se positionnera quand on aura les éléments. Exactement. Ok. Voilà. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a à peu près terminé. S'il n'y a pas de questions, après sur les décisions, bon, je pense qu'il n'y a rien à raconter non plus. En ces conditions-là, je termine donc cette soirée. On termine justement cette séance. Je vous en remercie de ces échanges qui ont été positifs aussi. Puis merci beaucoup à Aline aussi, et à tous les collègues aussi qui ont bien participé. Allez, merci à vous, bonne soirée à vous et à très bientôt.